OK, là, je pense qu'on est live. Donc, Alors, l'enregistrement a Philippe, commencé. est-ce que je peux te présenter au public? Oui, Pour leur dire aussi comment je t'ai connu, en fait. oui, oui, certainement. Oui. Donc, Philippe, c'est un camarade de classe de mon fils à partir de secondaire. Ça se peut-tu? Ouais, secondaire 3, on s'est rencontrés en secondaire 3, on était dans la même classe. Oui. Et Ouais, t'as continué en droit. ouais, à l'origine, j'étais en droit à l'Université de Avec Justin? Sherbrooke. Non, pas avec Justin, OK. mais on jouait l'été, on se voyait, on jouait au basket ensemble. OK. Puis on a comme reconnecté un peu après le secondaire, je dirais. Puis c'est comme ça ensuite que je t'ai connu, toi. Et que j'ai connu plus Justin parce qu'on était camarades de classe, on était amis à l'époque, mais on s'est comme au cégep, Justin était à Montréal, moi j'étais sur la Rive-Sud, donc voilà. Je veux te remercier parce que moi, si je lui conseillais des livres, ça passe moins bien que quand ça vient de toi. Ah ouais? C'est parce que c'est ça, il revient puis il me donne tes conseils à toi sur des livres. Mhm. Et là où, en tout cas, j'ai eu une connexion directe avec toi, c'est quand j'avais besoin d'un livre. Je voulais citer un livre dans M, dans le roman que j'étais en train d'écrire, et je voulais un livre où il y a un rendez-vous qui se donnait dans une gare. Et au début, je pensais à Kono, tu vois, les 99 façons là, d'écrire la rencontre, mais finalement, Mhm. c'était un terminus d'autobus et non pas une Une gare. gare. Et là, tout de suite, est arrivé avec une suggestion, avec un livre instantanément, je dirais, et c'est Austerlitz. Ouais, ben, quand Justin me l'avait demandé, j'avais fait quelques suggestions là, de livres qui abordaient soit qu'il y avait des gares, soit qu'il y avait des trains. Là. C'était pas, il m'avait pas dit précisément le critère. Puis finalement, ben, c'est celui-là, Austerlitz. Je connaissais pas du tout. De Sebald. Ben, c'est un auteur allemand. Il est décédé en 2001. Oh, Euh, c'est contemporain, contemporain, là. oui, 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 c'est très récent. Là. Ça fait partie en quelque sorte, de la modernité littéraire. Et puis, moi, je l'ai lu il y a quelques années. Je suis tombé dessus un peu par hasard, je pense, en faisant des recherches sur Internet. Puis quand il m'a posé la Ah, question, c'était même pas à la librairie? non, même pas. J'étais pas à la librairie à l'époque. Ah C'était mes oui, années de droit, là. on va juste finir ton histoire, c'est que tu as quitté le droit pour aller en littérature. Exactement, exactement. Et tu es libraire chez Le Furteur. Ouais, le Furteur à Saint-Lambert. Donc, parallèlement à mes études, c'est ça, en littérature. Et mais non, c'est ça. Donc, le livre, je ne l'ai pas trouvé dans une librairie. Ben, je l'ai trouvé dans une librairie, au Furteur, mais j'en avais eu connaissance par Internet. Et je me souvenais donc qu'à un certain moment donné, Jacques Austerlitz, le protagoniste, qui est un homme qui est très érudit, il parle des gares et de l'architecture des gares, des trains, tout ça. Donc, je me suis dit, ah, mais ça pourrait être une suggestion pour Justin. Mais pourquoi Pour toi, en fait. ça t'a attiré au départ? Pardon? Pourquoi ce livre-là t'a attiré au départ? Parce que j'aime beaucoup les livres qui traitent de la mémoire et du thème très large de la mémoire. Et je pense que c'est comme ça que j'ai fait ma recherche Internet. Je pense que c'est comme ça que je l'ai trouvé. Euh, et c'en était un des bons exemples. Puis, ça traite de déracinement. Jacques Austerlitz, c'est un homme qui émigre et qui essaie de retrouver un peu son passé. Donc, c'est ça qui m'a attiré vers le livre. Puis, le livre est construit sur des longues digressions concernant, par exemple, l'architecture des gares, les trains, mais aussi l'histoire, la guerre. Et donc, je me souvenais qu'il y avait ça dans le livre et c'est comme ça que je te l'ai proposé. Est-ce qu'il a écrit d'autres livres? Oui, il en a écrit plusieurs. Ça, je crois que c'est son dernier roman qu'il a publié de son vivant. Ça a peut-être même été publié lorsqu'il était déjà décédé. Là. Euh, il en a écrit quelques-uns. Si je ne me trompe pas, c'est un professeur d'université. Donc, il a passé une bonne partie de sa carrière à écrire des textes plus académiques. Mais dans les années 90, il a publié quelques romans, là, Les Anneaux de Saturne, Les Immigrants, des essais aussi. Donc, il y a quand même une œuvre assez vaste, même s'il est décédé assez jeune. Puis même si on le connaît assez peu là, en Amérique du Nord, je dirais.
c'est ça, c'est ça. Ben, moi, j'avais pas connaissance du tout. Ouais, ben, il est pas. C'est ça, c'est un auteur entre un peu obscur, mais connu de certains cercles littéraires. C'est comme entre les deux. Donc, puis je pense qu'en Allemagne, il est très connu. C'est comme un de leurs auteurs importants, auteurs contemporains. Mais ici, un petit peu moins. Voilà. Ceci dit, hein, ben, moi, je ne peux pas me baser sur ce que je connais parce que je connais très, très peu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais que cette rencontre, que de cette rencontre, je vais apprendre sur d'autres auteurs que Ben, j'ai. je l'espère. Je suis sûr que tu en connais plus que ce que tu dis, mais j'espère te faire découvrir certains trucs. Oui, alors, ben, c'est le plaisir d'aller dans une librairie, tu sais. Tu vas Tout à fait. là, le libraire, il ouvre en fait son coffre au trésor, puis il dit, puis je me souviens une fois, je suis arrivée dans une librairie et comme ça, j'étais en train de feuilleter un peu n'importe quoi, tu vois, au hasard des choses. Et le libraire est arrivé et dit, moi, je pense qu'aujourd'hui, en ce moment même, le livre que vous devez lire, c'est celui-là. Puis il m'a sorti, je pense que c'était un livre, je ne sais plus si c'était sur la beauté, mais c'est d'un philosophe. Et c'était extraordinaire. Okay. J'ai pas eu la chance de tout finir parce que c'est un livre quand même assez dense. Donc, je lis vraiment là, petit bout par petit bout. Et je suis une très mauvaise lectrice. Il me faut tellement de temps pour comprendre un paragraphe que je peux lire pendant une année juste un seul livre. Contrairement à toi qui lis comme un livre par jour, je pense. Ben, par jour quand même, ce serait exagéré, mais avec l'école, de toute façon, je suis obligé d'en lire beaucoup là, chaque session. Non, non, tu as lu mon livre, tu as lu M en même pas une journée, je pense que c'est en 3 heures, non? Ouais, mais c'était en préparation aussi pour la rencontre. C'est pas parce que je suis un grand lecteur nécessairement. Ah non, non, je savais en plus, j'ai dit, mon Dieu, il va le finir ce soir. Ben, c'est assez court, hein? Oui, très Ouais. court. Donc je m'y suis mis, puis ça se lit bien, mais ça se lit d'une traite aussi, vraiment. OK. C'est quand même une lecture qui est engageante. Là, j'écoute tes suggestions, on parle pas de mon livre, là. Mais est-ce que je peux quand même faire un lien entre ton livre et Austerlitz? Ah ben oui, ben oui, ben oui. Ben, tu Parce sais que que, j'ai cité Austerlitz. oui, c'est ça, tu le cites, je me souviens plus quelle page, mais tu le cites 116 peut-être? 129, 129? ouais. Je te dis ça, là, mais je suis pas sûre de ma Moi mémoire. non plus, je suis pas sûr. Mais tu le cites, mais c'est intéressant parce que tu parles de l'opération Baby Lift dans ton livre. C'est quand même une partie importante du roman. Et le narrateur de Sterlitz, lui, bon, c'est pas évidemment pas la même chose, le contexte est différent, mais c'est un homme qui a été transporté par une opération similaire avant la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle le Kindertransport, Oui, oui, où ils évacuaient des enfants d'Europe de l'Est essentiellement vers l'Angleterre oui, oui. pour les sauver des pogroms, pour les sauver de la guerre. Euh, Et donc, c'est drôle, il y a un parallèle quand même à établir avec ce dont tu traites dans ton roman, donc l'opération Baby Lift et l'opération Kinder Transport qui avait été faite donc en Europe, en Angleterre, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais tu sais, c'est très bizarre parce que tu m'as prêté le livre, je l'ai ouvert un peu au hasard comme ça, et c'est tombé sur une page extraordinaire qui parlait exactement de ce que ben, en tout cas de ce que je voulais voir. Et ben, évidemment, j'ai pas eu le temps de tout lire parce que c'est quand même un livre assez Ouais, volumineux. c'est une bonne brique, puis il n'y a pas de, il y a pas de paragraphe, il y a presque. Fait que c'est assez dense là, comme ouvrage. OK. Ah, mon Dieu, mais là, maintenant, il faut que je le lise. Ouais, ben oui, il faudrait vraiment. Si tu peux lire ça, je pense que ça va te plaire en plus. Il y a des thèmes qui sont proches aussi de ton œuvre, le déracinement, la filiation, la mémoire, tout ça. Donc, je pense que c'est une Et lecture. la langue, en tout cas, la traduction est très belle. De ce que je vois, Oui, la langue est très, très belle aussi. Et la facile. traduction est réussie. Puis Sebald, il surveillait les traductions. Il était très obsédé par les traductions de son œuvre. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est aussi bien fait. OK. C'est un Ouais, contrôleur. ouais, c'est un control freak, comme on dit. C'est ça. Oui, alors je prends ce livre-là. Parfait. Mais c'est une, ouais, c'est une très belle lecture.
Puis même dans la structure, il y a des liens à établir avec ton roman, mais Tu me voilà. mettras de côté à la librairie pour moi quand je vais y aller le Ouais, chercher. c'est bon, j'en prends note. Fait que, veux-tu que j'enchaîne avec d'autres suggestions? Enchaîne, je t'écoute. Hey, OK, c'est rare là, que j'écoute alors. c'est bon. J'ai essayé de te sortir de ta zone de confort Oui. avec ce livre-là, ça s'appelle La surface de jeu. Je sais pas si... Voilà. C'est paru Un joueur de récemment. hockey? Ouais, c'est un joueur de hockey dessus. Et c'est de Hugo Beauchemin-Lachapelle. C'est paru aux éditions La Mèche en Ah septembre, je oui. pense. Et c'est un livre sur le hockey. Et Non, je sais pas si toi, tu es une fan de hockey. A priori, je dirais que non. non. Ce Mais que ce je qu'il connais, fait. c'est le nom de Gretzky. C'est tout. Ah, ben, il parle Euh, pas de Gretzky. on est enregistré, hein, je veux juste te dire Ah ça. ouais? Ah! Salut, Justin. Alors, ton ami t'a dit bonjour. Je lui rends l'appareil. Ouais, donc, c'est un livre sur le hockey, mais qui ne s'adresse pas juste aux gens qui écoutent le Canadien. Fait que dans le fond, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Claude Provost. Donc, un homme bien normal, un fonctionnaire normal qui habite en banlieue. Ça se passe à Longueuil, hein, pour l'essentiel. Et il tombe un jour dans une librairie, d'ailleurs, justement, sur un livre qui s'appelle La surface de jeu, donc qui donne son titre au roman. Et c'est un livre qui est censé révéler des grands secrets de la Ligue nationale de hockey et pouvoir ébranler donc ses structures. Et l'auteur imagine une enquête policière autour, donc, pas une enquête policière, c'est qu'il reprend certains codes, disons, du roman policier, parce qu'il y a des policiers, mais c'est pas le roman ne s'articule pas autour de ça. Et donc, imagine une enquête autour de ce roman La surface de jeu qui est censé pouvoir ébranler les fondations de la Ligue nationale de hockey. Et c'est Claude Provost un peu qui mène cette enquête-là parce qu'il est intrigué par le roman, euh, qui est un livre sur les Zamboni, qui font les patinoires, Oui, oui, et oui. qui est censé révéler des secrets entre les lignes. Et c'est un roman qui parle de hockey, mais le hockey, c'est un peu le sujet secondaire. C'est surtout l'enquête au début. Et c'est un roman qui est très, 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 très drôle et qui se lit très, très bien. C'est une lecture qui est super agréable. Je l'ai lu, celui-là aussi, je l'ai lu rapidement en 2 jours. Et l'auteur, tous les clichés sportifs qu'on peut imaginer, il les réinvestit dans son roman pour en faire. Puis il y a une très, très belle écriture d'ailleurs. On pourrait penser, tiens, un roman de hockey, on pourrait avoir plein de préjugés, mais il déjoue les préjugés un petit peu. Puis c'est ça qui est intéressant. Puis c'est très, très drôle comme roman. C'est une belle lecture. Tu ris, mais j'ai lu un livre sur un sumo, sur la vie d'un sumo. Tu sais, je connais rien en sumo. Ben, que, tu sais, juste l'image là, du Ouais, sumo. qu'on a d'habitude. Ouais. Et j'ai adoré découvrir le monde des sumo, comment on fait pour devenir sumo. Et puis l'interaction, hein, c'est jamais juste le sport, il y a tout le côté humain derrière. Et lui, Exact. son rêve à sa retraite, c'est d'arrêter de manger. Donc, tu sais, on apprend plein de choses comme ça. Donc, oui, oui, j'adore ça que tu me Puis, présentes le hockey, mais différemment que juste hockey. ouais, puis c'est aussi sur les relations qu'on bâtit au travers du hockey, les amitiés. Cet homme-là, ses amitiés sont. Tout est concentré autour du hockey, aller voir les matchs dans le petit bar de quartier, parler de ses amis, faire des poules, tout ça. Donc, c'est aussi un roman sur l'amitié, puis ces amitiés qu'on se construit autour de sujets comme ça, là, en l'occurrence le hockey. Puis c'est très intéressant. Pardon? C'est un jeune auteur? Euh, il Est-ce que c'est un... c'est son premier roman. Ah Euh, oui, ouais, c'est un prof de cégep à Édouard-Montpetit et qui a publié des recueils de poésie auparavant. Celui-là, c'est son premier roman. Puis c'est vraiment réussi. Là. Il est dans la trentaine, je pense, mi-trentaine à peu près. Là. Je veux pas trop m'avancer, je le connais pas. Mais, ouais. mais c'est ça. Et c'est c'est un roman où les amateurs de hockey vont se plaire, mais aussi les gens qui n'aiment pas le hockey, comme toi. Euh, Même s'il y a il y a plein de références à des joueurs connus que quelqu'un qui ne connaît pas le hockey va peut-être pas connaître. Là. Mais Ben, c'est je pas connais grave. Patrick Roy. Ben, il parle de Patrick Roy un petit peu. Ah, Patrick. Ouais.
Patrick Roy. Non, mais c'est parce qu'il a un fils chanteur. Oui, Jonathan. Oui. C'est ça. Qui a eu assez de courage pour dire non, je joue pas au hockey, je vais chanter. Et j'ai trouvé ça quand même courageux. C'est pas évident. Mais il s'est rendu loin au hockey, Jonathan aussi. Il s'est rendu junior majeur. Fait que c'est quand même. C'est vrai. Mais il chante très bien. Hein. Je l'ai entendu l'autre fois par hasard. Puis je ne savais pas qu'il était le fils de Patrick Roy. Et je suis allée chercher parce que j'aimais la chanson. Et j'aimais tout, sa présentation et tout ça. Donc, je suis allée chercher et. Ouais, c'est vrai qu'il chante bien. C'est quand même étonnant. C'est un peu un contre-emploi là, quand on pense à son père. Là. Exactement, oui. Comme quoi, on peut avoir plus qu'un talent. Ouais, exact. Puis, pour conclure par rapport à ce livre-là, la structure est le fun aussi. Il inclut, je vais essayer de t'en trouver, de montrer, des articles de journaux, de la presse canadienne qui parlent de hockey. Aussi des extraits de l'album de finissant du personnage, un peu. Là. Ah oui! Donc, ça coupe un peu le roman, puis c'est le fun comme structure. Puis en plus, là, je finis pour vrai, il y a des références littéraires super intéressantes. Il y a des références à Beckett, des références à Montaigne, à Shakespeare. C'est vraiment un roman étonnant. Avec hockey. Avec le hockey, c'est ça. C'est vraiment étonnant, ouais. Puis c'est super bien construit. Je pense que ça vaut la peine d'être lu. C'est vendu, tu le mettras de côté. Celle-là aussi, ouais, ça vient de sortir en plus. C'est une belle nouveauté de l'automne. Puis la couverture est très jolie, hein? Ouais, la couverture est super belle, un beau bleu. Là. Ouais, mais même le dessin et tout ça, tu vois, il m'a fallu quand même une petite seconde avant de voir que c'était un joueur de hockey. Non, Ouais. le graphisme est très beau. Moi, je suis un peu superficielle, hein, j'aime les couvertures. Moi aussi, j'adore les couvertures. Souvent, là, comme celui-là, si la couverture, je suis pas certain que je l'aurais remarqué si la couverture n'avait pas été comme ça. C'est Puis ça. je suis tombé dessus, finalement, c'est une très belle lecture. Puis, mais les éditeurs québécois, de façon générale, font vraiment un beau travail graphique. Ton livre, d'ailleurs, là, qui vient de sortir, la couverture est magnifique. Là. Mais regarde la toile, je te montre la toile. Ah oui, c'est ça. C'est une vraie toile, tu vois. Et donc, la couverture, c'est la photo de la toile qui avait été créée pour la couverture. Mm-hmm. C'est quand même quelque chose, hein? Je suis choyée dans la vie. Je pense que tu as fait, j'ai vu ça sur Facebook, tu as comme mis des fils aussi hein, dans les livres. Oui. Mais là, ta copie, j'ai pas mis de fil parce que tu étais vraiment le premier à le recevoir. J'arrivais de l'entrepôt, puis j'avais une petite boîte de rien là, avec quelques copies, puis je te l'ai donné spontanément comme ça. Mais donc, tu reviendras, puis je vais te faire les fils. Ouais, c'est très beau. Je ne sais pas comment te le montrer comme il faut. Mais l'artiste, Louis Boudreau, m'a même dit, tu sais, il faut que tu joues avec les fils parce que la vie est impermanente. Donc, voilà. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je voulais partager avec certains lecteurs parce que je ne réussis pas à coudre. Oui, évidemment. mais qu'on ressente un peu, tu vois, la toile originale. Ouais, c'est une bonne idée. On dérape, là, on parle de... On parle du roman, il faut pas, hein? OK. Ouais. Je m'en vais ailleurs. Qu'est-ce que tu préfères? Un essai ou un autre roman ou une BD peut-être? Un essai, on parle très peu d'essais. Alors, je veux Un essai? ouais, OK. un essai. Je vais parler. Bon, là, ça va être un petit peu plus sérieux, par exemple, parce que j'ai choisi un essai. Tu sais que tu sais, quand je travaille la nuit, là, quand je brodais ou faire autre chose, là, j'écoute les TED Talks ou les podcasts de toutes sortes. C'est mon université en continu, ma formation continue. Oui, c'est important de le faire, je pense. Puis c'est important aussi de lire des essais. Il y en a des super intéressants. Ouais. Un de ceux que j'ai choisi, en fait, c'est. Tu connais peut-être, là, c'est Suzanne Sontag, Ah, oui, oui, oui. américaine, Ça une grande essayiste américaine. Elle écrit des essais extraordinaires. Ouais. Et ça a été publié aussi au début des années 2000. Là, je le lis en anglais. Là, je pense qu'il existe en français aussi. C'est Regarding the Pain of Others, qui est un essai qui est sur deux choses, en fait, qui est sur la photographie de guerre et aussi sur notre rapport aux images violentes. Oh! Ouais. Donc, là, on parlait de hockey. Là, je parle de. Mais tu sais,
c'est parce que, ah, mais je suis tellement contente que ben, de un, je savais pas qu'elle avait écrit là-dessus. Je savais pas non plus qu'on avait écrit sur ces images. Mhm. Et tu sais, il y a toujours un débat, est-ce que c'est du voyeurisme, tu vois, de montrer des images atroces ou pas, notre rapport à ça, et en même Ouais. temps être attiré vers et Et- donc, une relation très étrange avec. oui, puis elle aborde cette espèce d'ambivalence-là dans son roman, tu sais, de, par rapport aux images de guerre qui sont de plus en plus présentes aussi dans notre quotidien, là. Ça a été écrit au début des années 2000, donc les médias sociaux n'étaient pas encore présents, ou en tout Ouais, cas omniprésents dans nos vies. Mais déjà, il y avait des images de guerre qui circulaient. Là. Je pense que ça a été écrit après les attentats du 11 septembre, donc c'était des images qui avaient fait le tour du monde, qui avaient profondément marqué les gens. Et donc, elle dresse un peu un panorama de la photographie de guerre en, en tissant des liens un peu avec aussi la peinture. La peinture qui, depuis longtemps, représente des scènes, des scènes de grande souffrance. Là. ouais. Euh, et c'est ça, elle réfléchit aux implications que ça a sur nous individuellement, mais aussi en tant que société, d'être constamment exposé à des images violentes. Et je pense que c'est un essai qui est extrêmement pertinent, euh, surtout là, en 2020 où on voit constamment des images de ce type-là. Mais en Donc, maintenant, les réseaux sociaux, je crois qu'on commence à. Ben, même pas les réseaux sociaux, les journalistes eux-mêmes décident de ne pas montrer les images trop atroces. Puis quand on parle de, tu sais, dernièrement avec Samuel Paty, le professeur qui a été décapité, tout ça, il y a pas d'images qui circulent. On ne montre rien. Je crois qu'on a pris collectivement la décision de ne pas mettre à l'avant ce genre d'image ouais. pour glorifier presque l'acte du terroriste, parce que ce qu'il veut, c'est ça, c'est qu'on soit blessé. Et, Mhm. et donc, oui, il y a tout un rapport. Alors, son essai est encore plus pertinent aujourd'hui parce C'est que, ça, puis elle explique très bien comment ces images-là sont instrumentalisées, sont utilisées par différents groupes. Parfois, c'est des groupes terroristes, extrémistes, mais parfois, c'est aussi l'armée américaine, par exemple. Ça peut être divers groupes d'influence qui réutilisent ces images-là à bon ou à mauvais escient. Donc, je pense que c'est important d'avoir une réflexion collective par rapport à ces enjeux-là. Puis elle rappelle bien aussi que derrière la photo, pour nous, c'est comme un mur un peu si on veut la photo. Là. Mais derrière ça, il y a réellement des gens qui ont vécu des choses atroces, qui ont été témoins de choses atroces. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une part d'humanité derrière ces images-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle fait très bien. Donc, ben, tu vois, ça commence bien, mes suggestions. Les ah non, non, suggestions bonnes. tu tombes pile poil sur ce que, je sais pas, tu vois, j'ai des frissons d'avance parce que le dernier roman a quand même un des points de départ, c'est une photo pour moi. La photo Oui, de la petite dans un carton et aussi les enfants qui sont attachés sur le plancher du cargo, de l'avion cargo militaire. ouais, Et ce sont des images qui enlèvent la part d'humanité ou sinon de dignité à tous ces humains-là, je te dirais. Et ça frappe, ça dérange. Et tu sais, je me suis posé la question beaucoup, de dire, mais il faut que le public ait la chance de voir ces images-là pour comprendre vraiment ce que j'essaie d'écrire en mots. mhm. Tu sais, je pense pas que j'ai réussi à décrire en mots, tu vois. Mais en même temps, je me dis peut-être qu'il faut pas non plus polluer notre tête trop, trop. Tu sais, on est capable d'horreur, on n'a pas besoin de plus. Ouais, et il faut être capable aussi d'avoir une perspective euh, critique par rapport à ces images-là, puis être capable de voir leurs implications. Puis la guerre du Vietnam que tu abordes donc dans ton roman, puis un petit peu dans ton œuvre en général, elle a donné place à des images, à des photographies de guerre, tu sais, outre celles que tu viens de mentionner, qui sont devenues, j'aime, j'aime pas utiliser le terme, mais légendaires, là, si on veut, là, carrément iconiques. Fille qui courait au milieu de l'autoroute, brûlée au napalm et tout ça.
Mais tu vois, Mhm. et c'est à ça que ça sert les essais, c'est que ça nous explique, nous, nos sentiments d'inconfort ou de confusion. Parce que toute seule, je suis pas capable de répondre, puis je suis même pas capable de replacer mes sentiments ou mes sensations par rapport à ces photos-là et quoi en faire. Comment est-ce qu'on doit absorber, ne pas absorber, tu vois? Et un essai, je crois, vient justement nous aider à démêler les fils. Mhm. Ouais, tout à fait. Ouais, vraiment. Puis c'est super intéressant. Je pense que, en plus, c'est pas trop long, c'est super concis, puis elle écrit très bien, hein, Suzanne Sontag aussi, là. Donc, ça vaut la peine pour toi, mais aussi pour les gens qui écouteront, là, éventuellement. Je pense que ça vaut la peine de mettre la main là-dessus. Non, mais c'est parce qu'on est tous exposés Ben voilà, c'est tout le dans monde. tu sais, envers ces photos-là, parce qu'on recherche, tu sais, quand il y a une nouvelle qui arrive, on va voir les images. On va voir Mhm. qui est derrière ça ou ce qui est arrivé. Et on sait, quand il y a un accident sur la route, toutes les voitures ralentissent, non pas vraiment pour venir aider, mais on est curieux de voir ce qui se passe. Alors qu'on sait dans notre tête, on sait que ça doit être horrible. On Mhm. prend pour acquis que c'est horrible, mais on veut quand même regarder. Donc, cette relation-là, tu sais, on est tiraillés tout le temps. Et tu vois, je savais pas qu'il y avait un livre qui vient nous expliquer un peu ce qu'on ressent. Et C'est ça. C'est tenter de donner une réponse à ça, puis il y a peut-être pas de bonne réponse, puis il y a des gens qui seront peut-être pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais mais c'est déjà, la réflexion, voilà. ouais. Ben, tu sais, c'est comme quand tu es en peine d'amour, tu veux écouter des chansons d'amour. C'est la même. Ouais, c'est un petit peu masochiste, là, comme. Oui, mais en même temps, tu te dis, ah, il y a quelqu'un d'autre qui vit la même peine que moi. Je suis pas toute. Mhm. Et là, tu te sens comprise, tu sais. Ah, ben là, je Mhm. me mets au féminin, là, tu te sens. Ben moi, je me sens comprise, tu sais, comme quand tu as une peine, tu te dis, ah, mais oui, elle me comprend cette chanson-là, elle me comprend. Ou sinon, ce livre-là me comprend, tu sais. Puis tu te sens, ben c'est ça, écouter. Puis c'est le sentiment aussi, en tout cas pour moi, que les autres ont tellement des belles façons, puis des façons meilleures de décrire certains sentiments, C'est certaines ça. choses. Tu sais, des fois, on peut pas mettre le doigt sur, tu sais, comme les critiques de nourriture. Tu sais, tu vas à Mhm. ce resto-là, tu trouves que c'est super bon, mais c'est délicieux et tout, mais tu sais pas, parce qu'on n'est pas expert, on n'est pas capable de dire pourquoi c'était bon, pourquoi ça nous a emballés. Et là, le critique va dire, ah, ben, il y a eu la lumière qu'on n'a pas remarquée, il y a eu telle toile, tu sais, qui a eu un effet sur nous, Ouais, l'ambiance. Et dans la nourriture, tu sais, il y avait, je sais pas, tel goût qui était presque invisible, mais qui a, en tout cas, qui a augmenté l'expérience. Et c'est ça, un livre ou un essai ou un mhm. expert qui nous en parle. Alors, non, mais je suis tellement contente. Alors, tu l'as en anglais pour moi? Je peux le lire en anglais, donc j'aimerais lire. Ouais, il existe en France. Je suis pas certain que ça a été traduit, j'ai pas fait la vérification. Puis oui, je l'ai en anglais, là. Il est encore en distribution. C'est un livre qui est assez connu quand même. OK. Voilà. Tu vois? Je connaissais pas. Mais tant mieux, deux découvertes. Oui, Deux donc en deux. J'ai essayé de continuer sur ma lancée. Euh, Fait que je te demande encore, BD? c'est un truc que je connais pas, alors oui. OK. C'est encore en anglais, là. Je m'en excuse. Celle-là, je suis pas sûr qu'elle existe en français, par contre. Moi, je Euh, connais Paul. oui, c'est une très belle série de BD, d'ailleurs. Ben oui, parce Mais que c'est ben, pas la seule. j'ai eu la chance de rencontrer Michel, en plus, Mhm. et il est très drôle. Ouais. Et comme son personnage, mais dans la vraie vie, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un pince sans rire. Il est tellement. En tout cas, je l'adore. Ouais, j'avais beaucoup aimé Paul un travail d'été, là. C'est celle que j'ai lue de la série, puis c'est vraiment c'est vraiment On une a belle BD. la série à la maison, si tu Ah veux. ouais? Si jamais. C'est bon. Celle que je te présente, c'est peu conventionnel. Ça s'appelle Making Comics. Euh, D'ailleurs, tous les livres là, que je présente sont disponibles sur les libraires, libraire.ca. Et donc, c'est pas une BD qui suit une histoire, c'est une BD qui est sur le processus de création de la BD. Donc,
en quelque sorte, c'est comme un cours d'introduction à la création de bande dessinée. Que l'auteur, je crois que l'auteur, elle s'appelle Linda Barry, j'ai oublié de la mentionner. Je crois qu'elle donne réellement des cours de ce genre-là, des cours de création, si on veut. Et elle a décidé d'en faire un livre. Un livre qui est très, très drôle et qui donne une panoplie de conseils pour les gens qui ont envie de s'y mettre. Et ce que je trouve bien du livre, c'est qu'elle ne fait pas de distinction entre ce qui est un beau dessin, ce qui est un dessin moins réussi. Tout le monde a son style. Tout le monde est en mesure de retravailler ses dessins s'ils mettent le temps. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'elle met bien de l'avant. Puis ce qu'elle encourage de faire un peu parce qu'elle le dit, tu sais, jeune, tout le monde dessine beaucoup. Au primaire, par exemple, on fait toujours plein de dessins, puis à un certain âge, c'est comme si les gens qui se trouvaient pas bons, ils arrêtent de dessiner. Mais ce qu'elle dit, c'est que c'est ça, il n'y a pas de dessin pas bon, puis on peut tous se lancer, créer des BD. C'est pas besoin d'avoir l'objectif d'en faire une publication, d'aller chez un éditeur, de le présenter, mais pour soi, d'avoir ce processus créatif-là, ça peut être une démarche super intéressante. Je suis en désaccord avec elle parce que je Ah dessine ouais? vraiment mal. Puis si j'avais dessiné, je dirais rien. Tu sais, je Mais peux faire un dessin de bonhomme, tu vas te mettre à dessiner. puis je peux même pas le faire s'asseoir. Tu sais, je suis juste debout. Ah ouais? Mais justement, mais si tu suis son cours, peut-être que ça va changer. Peut-être. T'as C'est raison. de dessiner des formes, c'est de... Pardon? Je te dis ça, je fais pas de dessin, mais t'as raison, je gribouille beaucoup. Ouais. Alors, c'est peut-être une forme de dessin sans le Ben, savoir. je pense que les dessins nous accompagnent tous un peu, là, tu sais, que ce soit dans nos cahiers d'école. Là. Ben, tu vois, ça, c'est une forme de dessin. Ça, selon moi, c'est une forme de dessin. C'est c'est quand même réussi, d'ailleurs. Ah, non, tu vois. Donc oui, je gribouille, je fais des niaiseries comme ça. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit absolument rien. Non, mais tu sais, tu peux travailler à le faire. Je pense, Dany Laferrière, qui est pas le plus grand dessinateur, quand même, on s'entend. Mais c'est pas grave, il a fait 3 livres où il fait des dessins, puis c'est super coloré, puis ça donne une matière littéraire qui est très intéressante. Fait que, Mais ce livre-là, je pense que je vais l'aimer. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment lire une BD. Tu sais, les bulles, c'est ça. Je ne sais ouais. pas lequel lire en premier, de un. Puis mes yeux, quand j'arrive sur la page, je sais pas. Tu sais, c'est un peu comme lire. Normalement, tu apprends, tu sais que quand tu lis, c'est de droite à gauche. Non, de gauche, de la gauche vers la droite. Le Chadra, ouais. Et tu sais, si tu ne savais pas, disons, tu ouvres un livre chinois, tu ne sais pas que ça se lit de, de l'autre côté. Mhm. Donc, tu es toute mêlée. Et là, pour moi, c'est ça, la bande dessinée. Je ne sais pas quel dessin je dois regarder en premier. Mais je pense qu'on peut tous les regarder en même temps, puis c'est comme ça qu'on constitue un peu l'histoire dans notre tête aussi. OK. Parce que là, Ouais. ben voyons, qui doit parler en premier? Tu vois ce que je veux dire? Dans une Mhm. scène, t'arrives, mais c'est vrai, dans la vraie Les dessins sont de styles variés, fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment un livre intéressant. on ne sait pas, peut-être que je vais dessiner grâce à toi. Ben, peut-être que c'est ça, ton prochain roman, ça va être un roman graphique. Qui sait? Ah, on ne sait pas, hein, jamais. On ne sait jamais. On pense pas, mais on sait jamais. Mm. Prochain? Alors, Je continue avec un roman parce que celui-là, j'avais vraiment envie d'en parler. C'est un roman qui est sorti cette année d'une autrice québécoise, ah, Marie-Claire Blais, ah ben oui, Petite ben cendre oui. ou la capture. C'est Euh, c'est un peu notre monument national. exactement. Elle écrit depuis 50 ans. Elle a écrit, parce qu'elle a commencé très jeune, elle avait comme 20 ans, puis elle publiait déjà. C'est une écrivaine très précoce. Et elle a d'ailleurs publié le cycle Soif, qui est comme un cycle de 10 romans, un cycle monumental là, de 10 romans, avec des personnages qui suivent, qui reviennent et tout ça. Et ça donne un peu suite à ce cycle-là, au cycle Soif.
et ça s'appelle Petite sombre de la capture. C'est sorti cette année. Wow. Et elle aborde dans ce roman-là divers thèmes qui sont super actuels. Elle parle de racisme, d'identité sexuelle, d'amitié, d'amour, de toutes sortes de thèmes. Et elle le fait dans un style qui est devenu un peu sa signature, si on veut, à Marie-Claire Blais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de points qui mettent fin aux phrases. C'est-à-dire que c'est toujours des virgules. Pardon? Est-ce que c'est difficile à lire le fait qu'il n'y ait pas de ponctuation? Oui, c'est une lecture qui est exigeante parce que ça dépend des habitudes de lecture des gens. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont lire comme 10 pages, puis ça va leur suffire pour une journée, puis c'est très bien comme ça. Mais ce qui arrive avec ce roman-là, c'est que parfois, il y a un point aux 50 ou 60 pages seulement. Donc, on est obligé de continuer puis de maintenir le rythme. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Puis comme c'est des phrases qui se juxtaposent continuellement, parfois on perd un peu le référent. Donc, on ne sait pas cette proposition-là se rapporte à quel personnage ou à quelle phrase. Puis elle alterne les points de vue de cette façon-là. Donc, par exemple, j'ai un premier morceau de phrase qui va parler du personnage principal, qui est Petite Cendre. Ben, après la virgule, ça va enchaîner avec un autre personnage différent et avec une perspective totalement différente. Donc, c'est un peu déroutant à lire. Et c'est une lecture qui est assez exigeante, mais c'est une lecture qui, je pense, récompense le lecteur parce que c'est totalement magnifique comme livre. Mais donc, on a besoin de lire les autres livres pour pouvoir suivre celui-là? Non, ils ils se lisent indépendamment l'un des autres. Puis de toute façon, ça fait pas partie du cycle. Il y a des personnages qui reviennent, mais c'est plus un livre d'accompagnement, là, si on veut. Donc, c'est inutile de lire les autres pour comprendre. L'histoire en elle-même est autonome. Euh, et donc, c'est ça, on suit une faune carrément de personnages. Il y a à peu près 12 personnages qui ont qui ont la même valeur, là, qui ont la même présence dans le roman. Donc, c'est un roman polyphonique, carrément. Euh, et moi, ce que je trouve impressionnant, c'est cette écriture-là, d'être capable d'avoir 3 ou 4 points seulement sur un livre de 200 pages, puis d'en faire un tout qui est aussi cohérent, qui est aussi beau. C'est une maîtrise virtuose. C'est un roman qui est impressionnant. Puis en plus, ça traite de thèmes universels, actuels. Euh, donc, je pense que ça vaut la peine d'être lu, vraiment. Wow! Écoute, ça va être comme une aventure pour moi qui est une mauvaise actrice, là, qui lit bien. Ouais. Ça va être tout un exercice. Ben, c'est un bon exercice, mais tu sais, celui-là, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, est moins difficile aussi que le cycle Soif, par exemple. Donc, donc ça peut être une belle introduction à son œuvre, carrément. Puis, tu sais, parce que on dit d'elle que c'est un monument au Québec, elle est très connue, mais j'ai l'impression quand même qu'elle est peu lue parce qu'elle a la réputation d'être difficile à lire. OK. Euh, mais Ben, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est tellement une belle lecture que ça en vaut la peine. c'est un peu comme Proust. Ben voilà. Puis on peut se permettre de lire très lentement, puis un petit bout à la fois, peut-être. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est difficile en même temps de lire très lentement parce que euh, à cause de la construction des très longues phrases, il y a un rythme très, très envoûtant. Ouais. C'est comme une sorte d'incantation quand on lit. Euh, tu sais, si tu le lisais à voix haute, par exemple, tu comprendrais cette espèce de musicalité, là. Fais-moi Oui, un petit bout. donc, je peux pas lire un petit bout parce que ça ferait 35 pages. Ah! Mais je te garde la surprise. Je te garde la surprise. Allez-moi juste deux, trois lignes, juste pour entendre le rythme, tu vois. C'est comme un petit. OK, je vais essayer de t'en trouver, là, par exemple. Parce que je vais commencer au milieu d'un peu de nulle part, là, parce que, évidemment, là, je suis au milieu d'une phrase, je sais pas si elle s'arrête éventuellement, là. Pas grave, c'est juste pour entendre, tu vois, pas comprendre nécessairement le contenu, mais comprendre un petit peu le. OK. Ouais. Parce qu'on ne peut pas imaginer. Tu comprends? Quand on ne connaît pas Marie-Claire Blais, on ne peut pas imaginer comment on peut écrire avec, ben, sans ponctuation.
Ouais, avec que des virgules, c'est ça. Donc, Que je des me virgules, lance. c'est ça. Donc, quand nous leur avons dit que nous avions 18 ans, que nous avions l'âge de la majorité, c'était mon premier double margarita, dit Lou, mais un peu piquant avec le sel. J'en commanderai un triple la prochaine fois, dit Lou, juste pour les défier. Je n'aime pas l'alcool, dit Lou, ce qui nous rend moins raisonnables. Je n'aime pas, non, dit Lou. Philly approuvant en respirant sa cigarette. As-tu entendu un cri? Demanda Philly. Non, je n'ai rien entendu, dit Lou. C'était peut-être un oiseau, l'un de ces grands oiseaux de mer, dit Philly. Quand il y aura une barre rose dans le ciel, ce sera l'aube et tous les oiseaux voleront au-dessus de la mer. Tous à la fois, les hérons au-dessus des pigeons blancs, une ronde d'oiseaux à l'infini dans le ciel, dit Lou. Il ne faut rien manquer de tout cela, dit Philly, à chaque heure, chaque instant. Il ne faut rien manquer, dit Lou, vous croyez. Et ça continue comme ça. Non, mais ça se suit bien, je trouve. Ce qui est plus difficile, c'est quand elle alterne de personnage. Mais oui, ça c'est très bien et c'est très beau. Donc voilà, ça vaut la peine de faire l'effort de lecture supplémentaire pour le. D'accord, je vais y aller. Je Ouais, vais, je te conseille. maintenant que tu me l'expliques, j'ai l'impression que je vais être capable de suivre. Puis une fois qu'on se met dans le bain, euh, la lecture est fluide. Donc, c'est de faire le premier effort de dépasser cette espèce de blocage par rapport à la construction particulière. Puis une fois que ça c'est fait, ben, la lecture est fluide, puis c'est un beau texte, puis pas si difficile. Ben, on utilise, hein, je ne sais plus, là, j'essaie de citer, mais je ne me souviens plus qui nous a dit que pour nous garder jeunes, on doit toujours essayer de lire ou d'écouter, ou bon, enfin, de découvrir quelque chose qui est un peu au-dessus de Mhm. nos moyens. Ouais. Et donc, oui, il y a des choses qu'on lit juste facilement, sans faire trop d'efforts, mais pour nous garder actifs, il faut aller choisir quelque chose de... C'est juste un petit brin. Ouais. Ouais, Alors, ça, c'en est un bon exemple. C'est affûter ses réflexes, tout ça. C'est intéressant. donc, j'y vais. C'est bon, j'y vais. Parfait. Tu peux le prendre en note. Euh, prochain, je vais y aller avec c'est de la poésie, mais en prose, Ah, carrément. oui, Donc, ça s'appelle, tu connais peut-être parce que je pense que dans les prescriptions littéraires, je pense qu'il est revenu souvent, là, c'est à la hauteur de Grand Central Station, je me suis assise et j'ai pleuré, de Elizabeth Smart. c'est Donc c'est un roman en prose poétique OK. qui a été publié l'année, je me souviens pas, année 40. Euh, L'autrice est canadienne, elle vient de la bourgeoisie canadienne et elle a eu une relation adultère avec un poète anglais, George Baker, si je me souviens bien, et une relation donc qui s'est soldée par la naissance de 4 enfants. Quand même. Alors, ouais, alors qu'elle n'a jamais pu marier cet homme-là qui était marié à une autre femme. Euh, donc, à quelque part, c'est une histoire qui est tragique. Et elle en fait le récit dans ce livre-là, qui est publié aux Herbes Rouges, dans une très belle édition. Et Oh, on dit que c'est un roman de prose poétique parce que c'est extrêmement lyrique. C'est un texte vraiment foisonnant. Le langage est riche. C'est très impressionnant. Et voilà, donc elle fait l'histoire de leur relation extra-conjugale. Et c'est un très beau texte. Les gens généralement s'entendent pour dire que c'est un des textes les plus beaux de la littérature canadienne. mais ce que tu as là, c'est la version traduite? Oui, ça a été la traduction est magnifique d'ailleurs. Là. C'est vrai. Je le précise, c'est Hélène Filion. Je pense que ça a été traduit dans les années 90. Puis ils ont gardé la traduction. Donc oui, c'est un texte qui à l'origine est publié en anglais. Mais c'est une Elle a très, très belle traduction. Oui, oui, c'est magnifiquement bien écrit. Puis toi qui aimes beaucoup les œuvres, quand on parlait la dernière fois, on a essayé de trouver un dénominateur commun à tes goûts, puis te dire, moi j'aime beaucoup les œuvres où c'est beau, où il y a de la beauté. Et ça, si toi qui aimes la beauté dans l'écriture, tu vas être servi, là, sincèrement. Alors, tu vas me laisser vivre là? Alors, Est-ce que tu vas passer par la maison bientôt? ouais, c'est ça, je vais venir faire une petite livraison.
Oui, ah, là, le public va faire comme bon, 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 on n'a pas tous des libraires comme ça. Ceci dit, je crois que si on développe des relations avec des libraires, parfois on a des petits privilèges. Tout à fait, tout à fait. Puis de toute façon, les livres que j'ai nommés, là, c'est disponible en librairie, c'est facile. Ça existe en édition de poche aussi, ça a été édité cette année. Euh, donc voilà, à défaut d'avoir un libraire, Par les herbes rouges? ouais, par les arbres rouges. Parce que le texte est devenu, je pense qu'il y a eu une recrudescence de popularité l'année dernière parce que Magali Lépine-Blondeau, l'actrice, on a donné comme une lecture, une représentation pour le Festival international de la littérature. Ah oui, oui, oui. Et apparemment, c'était magnifique d'ailleurs. Et voilà, donc là, il y a eu comme un regain d'intérêt envers le texte, puis ils l'ont réédité. C'est sûr qu'en plus, quand tu entends le texte lu par une comédienne, heu, Mhm. ben, ils ont ce talent, en fait, les acteurs et les actrices, de donner vie Oui, vraiment. carrément. Ouais et l'expression qu'ils disent, c'est l'intelligence du texte, là. Tu sais, ils ont l'intelligence du texte. C'est comme s'ils comprenaient exactement le ton que l'auteur veut donner. Tu vois, le M qui vient d'être enregistré en livre audio, qui va être prêt, je sais pas, bientôt, c'est Ève Landry qui Mhm. le lit. Puis, ben, je connais, mais en même temps, je connais pas vraiment le travail de lecture en livre audio. Et, et vraiment, elle a juste lu le texte, là. Puis elle m'a appelé pour les mots en vietnamien, comment le dire. Puis je te jure, en 2 coups, je pensais qu'elle parlait vietnamien. Ah ouais. De un, elle prenait le ton tout de suite et elle m'a analysé les personnages. Tu sais, elle m'a dit: «Ah, ce bout-là, Kim, il faut que ce soit toi qui le lis. C'est pas moi. Ça, cette voix-là, c'est la voix de toi et le reste, c'est la voix de la narratrice. Ce sont 2 voix». Tu sais? Les Mhm. et moi, ben, je sais pas, c'était juste un texte, tu sais? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, puis même le ton, parce que comme tu as vu dans le livre, il y a des mots intercalaires et tout ça. Et donc, les mots plus informatifs, ben, Mhm. j'ai entendu un petit peu là, ce qu'elle a enregistré. C'est beaucoup plus, tu sais, une voix posée, calme, Ouais. tout ça, alors que le reste, les autres textes, c'est avec les émotions. Donc, elle a donné tellement de couleurs. Et c'est ça le travail d'un comédien, je crois. Parce que moi, quand je lis, heu, dans ma tête, c'est une voix monocordée, Ouais. pas bien plate, qui fait juste tu sais? Alors que, tu sais, les livres, ils contiennent des registres d'émotions, de tons qui sont tellement différents. Fait que c'est vrai que c'est intéressant quand un acteur le fait puis est capable de cerner ces nuances-là. Mmh. Des fois, je te dirais, des fois, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec le ton. Tu sais, Hmm. quand on a déjà lu le livre, on a l'image de un qu'on s'est fait nous-mêmes, on a une voix qu'on s'est fait nous-mêmes, et des fois, oui, on n'est pas d'accord. J'imagine. Ben, surtout du point de vue comme toi, d'une créatrice, j'imagine que quand tu crées des personnages, tu les imagines un peu d'une certaine façon. Fait que quelqu'un vienne les réinvestir différemment, ça doit être particulier aussi. Tu sais, dans le livre à toi où ben, en tout cas, je suis en conversation avec mon co-auteur, heu mon co-auteur, qui vivait en Italie, qui vit encore en Italie aujourd'hui, il l'a lu avec une autre personne, puis ça l'a tellement dérangé. Il dit: «Il veut pas revivre cette expérience-là» Ah non? parce qu'il dit les textes, il entendait ma voix. Hmm. Ma partie à moi. Donc Ouais. ne tolérait pas une autre comédie, tu sais? Énormément. Oui, mais ça, c'est toi parce que tu me connais, le public, il te connaît pas, ça te dérange pas. Donc alors ici, à Montréal, on me l'a demandé, puis j'ai dit: «Je peux pas lire avec un autre». Ah J'ai ouais, hein? j'ai vécu la même. Est-ce qu'il est venu d'Italie? Oui, donc il est Oui. venu, puis on a lu ensemble, mais quand, il y a une autre troupe qui voulait le présenter, ben, j'ai dit: «C'est préférable que ce soit 2 comédiens complètement en dehors de moi parce que
c'est ça. Sinon, moi, j'entends juste sa voix à lui. Mhm. C'est fou quand même, hein? Ouais. Mais c'est Ouais. sûr que ça fait ça, c'est d'avoir en même temps du recul par rapport à. C'est très personnel aussi, tu sais, ces textes-là. Puis tes textes, je pense qu'ils sont investis de tes expériences, puis familiales et tout ça. Donc, c'est sûr que tu les imagines d'une certaine façon. Mais là, je vais juste me péter les bretelles un peu. Je vais dire au public que moi, j'ai réussi à, à partager des livres que j'aime beaucoup, que Philippe ne connaissait pas. Tu sais, ça arrive. Ouais, ça arrive. J'ai pas eu le temps d'ailleurs de tout lire, là. Mais non, je m'attendais pas à ce que tu le En une lises. semaine, ça a été difficile. Ben non, je voulais juste te dire, tu sais, en tout cas, les livres qui sont un peu des bibles pour moi, là, que j'ai lus en long, en large, à l'envers, à l'endroit et tout ça. Mais en fait, il y a aucun livre que je peux lire juste une fois. Parce que si ça m'accroche pas, je perds intérêt assez rapidement. Mais ceux qui m'accrochent, j'ai pas le choix. Je suis pas capable de le lire autrement que dans tous les sens. Je le vois avec les marques que tu laisses dans le texte aussi à la mine, là. Ouais. Je tiens, hein, tu sais, parce que sinon, ça serait trop. Ouais. Est-ce que Mais tu veux mentionner les livres en question? on peut les mentionner. Ben, je vais te laisser les mentionner. Je sais plus lesquels que je t'ai Je ne les ai donné. pas avec moi. Il y avait The Things They Carried de Tim O'Brien. Ça, j'en parle souvent parce que vraiment, ça m'a formée. Ensuite, Mhm. Le Zoo de Rome, Oui. de Pascal Yanoviak, mon co-auteur pour À toi. C'est un livre qui m'a vraiment fait comprendre notre relation avec les animaux. Tu sais, je suis pas une personne animale, disons, c'est ça, j'ai pas de contact beaucoup avec les animaux. Je crois que les animaux sont dans leur habitat. Moi, je suis dans mon habitat, genre, puis on est chacun dans notre habitat, puis on est content. Euh, et, 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 et les humains, je crois qu'on a essayé beaucoup de, de rentrer en contact ou sinon de dominer euh, les animaux ou le monde animal. Et ce livre-là, euh, oui, c'est un roman, mais j'ai l'impression que c'était aussi un cours anthropologique et sociologique. Mhm. Mais c'est un roman avec une histoire d'amour, évidemment. Ouais, évidemment. Non, mais tu vois, tu sais, on a construit des zoos, mais c'est tellement contraire. Et on s'attend, quand on va au zoo, on s'attend à voir les animaux. Mais les animaux, dans leur habitat naturel, ils font tout pour ne pas être vus. Mhm. Tu sais, le lézard, il change de couleur pour justement se fondre dans la nature, dans l'environnement où il se trouve. Et puis nous, on a construit des zoos pour que les humains, on puisse voir les animaux. Donc, quelque part, c'est comme si on les mettait toujours en situation de stress. Ils ne sont Ouais. pas dans leur manière de vivre. Et je ne sais pas, j'ai appris énormément sur, sur nous. Tu sais, de dire, ah, aujourd'hui, les cages, on met une vitre pour que les deux côtés, l'animal comme nous, on peut se voir complètement. Il n'y a pas de barreau, donc ça a l'air euh, moins cruel peut-être. Mais en fait, les animaux, ils travaillent, eh ben, ils vivent beaucoup avec leur odorat, ou sinon ils se fient beaucoup sur leur odorat. Et là, soudainement, il n'y a plus d'odorat. On ne sent plus rien, tu sais, Mhm. ni l'un ni ouais, l'un envers l'autre. Mais pourtant, on peut mettre sa main contre la main d'un chimpanzé, par exemple, à travers la vitre, mais on ne se connaît plus. Non. Et il y a presque un rapport avec nous aujourd'hui, Instagram, où on s'expose beaucoup, mais en même temps, euh, on ne nous incite pas non plus à se connaître. Tu sais, les textes sont courts, ou sinon, Instagram, c'est pas l'endroit où tu déblatères, tu écris très longuement, par exemple. Non. Mais on voit, et encore plus TikTok, t'écris rien, c'est juste des mouvements. Donc, il y a quelque chose de. Ouais. En tout cas, je nous regarde. Est-ce que nous imitons un peu?
l'animal ou l'inverse. Tu sais. Ouais, c'est ça, ou l'inverse. Mais oui, c'est intéressant, c'est vrai. C'est le fun qu'il ait fait de ce sujet-là un roman. Ouais, Euh, oui, oui. Super intéressant. Tu sais, d'où notre besoin de construire des zoos. Mhm. Puis mettre des animaux qui ne sont pas supposés de vivre dans la même zone, sur le même territoire. Ouais. C'est quand même particulier, là, ouais, quand on y pense. Ouais, quand on y pense, c'est ça. C'est sûr que la réflexion a déjà été faite. Les autres d'aujourd'hui n'ont pas la même mission qu'à l'époque. Là, on est là pour préserver les espèces en voie de disparition ou d'extinction et tout ça. Donc, il y a un autre travail. Et cette réflexion-là est déjà commencée, est déjà entamée, mais je pense qu'on devrait continuer, en fait, à réfléchir. Tout à fait. Voilà. Donc, ce livre-là, oui, une histoire d'amour, mais en même temps, ça nous enrichit. Tu le vends bien, en tout cas. Tu pourrais devenir libraire d'un jour, là, puis le vendre. Mais je lis trop peu, donc je ne serais pas capable de présenter des choses assez diversifiées. Mais surtout, ben, c'est ça, je reviens là-dessus, la langue est tellement belle. La même chose pour Tim O'Brien. Puis je pense que les livres qui me parlent beaucoup sont des livres avec, c'est ça, beaucoup moins l'histoire que l'écriture, probablement. Mhm. Mais l'écriture facile, Ben, simple. mais simple, la simplicité n'évoque pas nécessairement la beauté. Ah non, non, non. Et sincèrement, je crois que pour arriver à la simplicité, il faut beaucoup de travail. Mhm. Tu sais, pour écrire un poème, c'est Non, c'est pas facile, là. le temps d'écrire un poème, c'est presque aussi long qu'une nouvelle, c'est presque aussi long qu'un roman, là, tu sais. Un poème qui traverse le temps, qui devient ancrage, je suis sûre que parfois, il a fallu beaucoup, beaucoup d'années pour arriver à trouver le bon mot, à trouver le bon rythme. Comment faire pour trouver un mot qui représente toute l'idée? Mhm. Tu sais, donc oui, la pureté est très difficile à arriver, ouais, à atteindre. Ouais. Et là, je sais pas, il y a personne qui nous arrête. Nous, on peut parler longtemps, longtemps, longtemps. On Moi, nous a j'ai encore plein de livres, là, si jamais. c'est vrai, on nous a Ouais. dit 40 minutes, mais un livre, un dernier, parce que je suis trop curieuse. Je veux savoir. Là, j'ai OK. De quoi tu aurais envie? euh, on a fait poésie? Non. J'ai parlé de la prose avec celui-là. Ouais. Poésie en prose. J'ai fait 2 romans, un essai, une BD. OK, Il me reste ton coup de cœur, ton coup de cœur. mon coup de cœur. Ouais. Je sais pas si tu vas être contente parce que quand on s'est parlé, tu m'avais dit que quand tu avais lu cette grande autrice-là, qu'il fallait pas que tu la lises trop parce que sinon tu te Oh! mettais à penser comme elle et elle t'habitait trop. Mais mon coup de cœur, c'est Duras, Hiroshima, mon amour, qui est évidemment le scénario du film d'Alain Renet et qui est absolument magnifique. Ça se lit pas comme un scénario. C'est ça que j'adore. J'adore le cinéma et ça se lit comme, comme 2 longs monologues qui se confrontent un peu. Et, euh, et le film est magnifique, mais la lecture de Hiroshima, mon amour, l'est tout autant. Mais Et donc toi, tu es pas comme Duras, tu renies pas le film de René. non, je renie pas le film. Pas du tout. J'adore le film. OK. Mais C'est un de est-ce mes que films favoris. le film représente la lecture que tu avais du livre? Ben, dans mon édition, oui, parce que c'est carrément, tu sais, il y a des photos, là. Des Ah, photos, des plans qui sont pris carrément du du film. Et le texte est très fidèle au dialogue, à la structure du film et tout ça. Donc, ça a été publié carrément, je pense que ça a été publié dans la foulée de la sortie du film. OK. Et ça se voulait un document qui l'accompagnait, en fait. Même s'il y a eu des désaccords entre Duras et C'était Alain. virulent, c'était virulent. Ouais, honnêtement, je sais pas. Je sais il y a eu un désaccord quant à la fin du film, donc ils ont préféré la laisser ouverte.
Euh, mais ça reste un très beau texte, même s'il y a des désaccords. Le titre, Ah, le titre est magnifique. ne serait-ce que le titre. Je vais te montrer. Pardon? Je pense qu'on voit rarement Duras enfant. Ouais. Ouais, Et voilà, c'est Duras enfant. Je ne sais pas si tu peux voir. Attends. ouais, moi je vois bien, je sais pas si. Ouais, comme ça on voit bien. Ouais. C'est peint par Louis Boudreau. Il fait les portraits de gens connus, moins connus et tout ça, mais toujours jeunes Ouais. en tant qu'enfant. Donc, il y a Picasso, il y a mon Dieu, il y en a plein. Je ne sais pas pourquoi je pense juste à Picasso en ce moment, puis il n'y a rien d'autre qui me sort de l'esprit, mais vraiment plein de. Monique Lérac. Euh, Moi, c'est sa démarche, en fait, de prendre des gens connus, ben pas connus, comme tu dis, connus, moins connus, puis d'en faire des toiles. hum, hum. C'est intéressant. Puis ce qui est le fun de la toile aussi, c'est que c'est très texturé, là, quand, Ouais. Et tu sais comment il est arrivé à cette toile-là? Il dit pendant toute l'année, il a travaillé sur cette idée-là. Et à la fin, il n'était pas content. Donc, il dit, ah, il va tout jeter les toiles, mais il voulait récupérer le canevas, ou plutôt la plaque de bois qui est en dessous. Et donc, dans le building où il était, il y avait les machines pour polir le plancher. mhm. D'aller prendre cette machine-là, puis il a commencé à décaper, en fait, ce qu'il avait comme toile. Et Ah c'est ouais. en décapant qu'il a vu la toile qu'il voulait. C'est drôle, hein, comme fruit du hasard, donc. C'est le fruit du hasard. Alors qu'il était, il jetait ces toiles-là. Il les jetait. Et c'était juste une façon de récupérer, que pendant la récupération, il, a, il y a eu une étincelle. Et je crois qu'il parlait, si je me souviens bien, il ne faut pas me citer là-dessus, mais je crois qu'il a vu une pile de, tu sais, les journaux à l'époque, il livrait les piles de journaux. Mhm. Et c'était une journée de pluie. Et là-dessus, c'était une photo de Lady Di, je crois, au lendemain de son décès. Donc, c'était partout. Et donc, sa photo était complètement délavée à cause de la pluie ou sinon du temps. Ben là, je dis Lady Di, mais je ne sais plus. Il me semble que c'était ça. Euh, et, euh, et son inspiration est venue de là. Et donc, quand il a commencé à peindre, ah oui, puis là, à partir de cette image, étrangement, il a vu la jeune fille. Ah ouais. Puis, ouais, alors que la photo n'était pas d'une petite fille. Et donc, l'inspiration est venue pour en faire toute une série. Émile Gant, tout ça. Donc, Ouais, il y en a plusieurs. donc, pendant 15 ans, c'est une série de 15 ans. Mm. Mais Quand pendant même. une année, c'était une année de recherche. Il n'y arrivait pas. Puis à un moment, tac, la machine à polir le plancher a donné la réponse. Et Est-ce que. oui, la même chose pour la broderie. Pendant un an, il a fait de la recherche, puis il a jeté tout ce qu'il avait fait pendant un an parce que c'était pas exactement ce qu'il trouvait. Puis j'ai vu les autres étapes. Il a gardé une ou deux toiles juste pour la mémoire, là, pour les archives. Puis si j'avais pas vu le résultat d'aujourd'hui, toutes les autres étapes, je t'aurais dit, mais c'est très beau. Puis j'ai Ah vu, oui. c'est magnifique. Mais c'était pas encore ça. C'est un peu comme l'écriture, je pense bien. Ben, dans M, d'ailleurs, t'as coupé, je me souviens plus, combien, 10 000 mots? Quelque chose comme ça? 35 000 mots dans un tiers. T'as coupé. Fait que le travail de création, c'est un peu ça, c'est toujours de Ouais. reconstruire, là. Et ça, tu sais, si je ramène ça à la lecture, je pense que on doit se permettre aussi de ne pas finir un livre. On a le droit d'essayer plein de livres, puis de ne pas encore trouver le livre qui nous parle. Tu sais, puis il y a des livres que sur le coup, on n'aime peut-être pas tout de suite, mais dans 5 ans, 10 ans, tu sais, parce qu'il Ah oui, vraiment. faut lire le bon livre au bon moment, je pense. Euh, Exactement. et se permettre tellement là, d'abandonner au milieu du livre, au début du livre, à la fin, bon, en tout cas. Mais pas avoir peur de recommencer non plus, je Exactement. pense.
Mhm, mhm. de réessayer et tout ça. Oui, oui, oui. Ben vraiment, il y a beaucoup de livres que j'ai déjà aimés, que je relis aujourd'hui, puis je dis, ben voyons, j'ai presque honte d'avoir aimé. Puis il y a d'autres livres que t'étais pas, ben que moi, j'étais pas capable de lire, puis 5 ans plus tard, tu dis, mais c'est le meilleur livre au monde. Mhm. C'est les amours et les désamours. Ouais, exact. Et vraiment, je pense qu'on a dépassé le temps, hein? Il y a personne qui nous chicane. Personne, c'est ça. Je Là, on fait penses-tu que je peux mentionner mes autres suggestions rapidement? endormi. C'est ça. Allez-y, moi, je vois un je vous écoute dans le clavardage. Ouais, je pense qu'elle nous a abandonnés. Ils nous ont trouvés bien trop, Finalement, le 30-45 minutes se sont dit, on les laisse aller, puis oui. on verra. Mais tu sais, je pense que si c'est trop lourd, ils vont avoir de la misère à mettre en ligne, je crois. J'imagine qu'ils vont faire du montage. Ou sinon, parce qu'on est tellement mauvais qu'ils disent, OK, continue à parler, là, parce qu'on va tout couper. Ah, non, 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 on va pas vous couper, promis. C'est juste que moi, j'ai lu Rancœur qui va commencer après, mais continuez. Juste, la seule chose que je pense que Stéphane avait demandé de préciser, c'était de dire que c'était avec les libraires à domicile, tout l'espèce de petit document, je pense, Philippe, qui vous avait fait parvenir. Ouais, c'est ça, il voulait qu'on le mentionne au début, ce qu'on a complètement oublié de C'est faire, là. vraiment pas grave, je vais le faire. Ben, c'est ça. L'important, c'est de le faire. Fait que je vous laisse. Je suis là. Moi, je vous écoute. Je suis vraiment contente. Je fais mes Donc, petites affaires en vous écoutant. C'est est-ce que je peux me parfait. permettre une ou deux autres suggestions Ben oui, rapidement? oui, oui. Vas-y. Oui, oui, bien Kim, sûr. pour toi, est-ce que c'est correct? Oui, on y va. Je vais juste Je me regarder cache. que j'ai mon prochain appel qui est à ma pré-entrevue est à 2 heures, est à 14 heures, donc on a un petit 10 minutes. OK, c'est bon, j'y vais. OK, Puis je vais faire ça vite. pas de problème. C'est moi qui t'interviens. Qui intervient. Oh. Donc voilà, prochain, Marie Scondé, Ah! que tu Je ne la connais. connaissais pas jusqu'au prix Nobel alternatif. Oui, j'allais dire qu'il t'a battu d'ailleurs, au prix Nobel. Elle Ta m'a rivale? Je voulais tellement pas gagner parce que si je gagnais, là, je discréditais ce prix-là. Ben, Non, non, écoute. mais c'est vrai. Donc, je suis tellement contente que ce soit Marie Condé. Donc, c'est un roman d'elle que je vais te proposer. Moi, Tituba, sorcière de Salem. Euh, Publié dans les années 80, c'est l'édition de poche. Elle prend un personnage historique, Tituba, dont on ignore à peu près tout, mais on sait qu'elle existait et que lors des procès des sorcières de Salem, donc ce triste événement historique, elle a été, elle était accusée de sorcellerie. Et donc, Marie Scondé prend ce personnage historique-là et en écrit un roman. Et elle retrace son histoire de ses premières années à la Barbade jusqu'au moment où elle apprend donc les secrets de la guérison, qui étaient considérés comme de la sorcellerie, jusqu'au moment où elle tombe en amour et puis devient esclave aux États-Unis pour, donc voilà, dans les plantations, puis change de plantation, change de maître. Euh, et c'est un roman donc qui se réapproprie un petit peu l'horreur de l'esclavage. En fait, une très belle histoire, une histoire belle mais très tragique. Je dirais pas ce qui se passe pour pas de divulgateur, mais c'est aussi un texte qui est très beau, donc, parce qu'elle donne la parole à cette femme-là, que l'histoire a un peu effacée et que l'histoire a refusé de lui donner une place importante et qui a été condamnée totalement injustement pendant les procès. Et Marie Scondé, elle écrit très, très bien. Elle a une belle écriture qui mélange un peu donc la langue, elle écrit en français, mais qui incorpore des différents langages. Donc, c'est une écriture qui est très riche, qui est très foisonnante. C'est très, très beau. C'est un roman qui se lit très bien, qui est assez fascinant parce qu'elle se base sur certains faits historiques. Il y a des personnages historiques qui reviennent, qui ont participé au procès. Euh, Pardon? Non, on apprend beaucoup. Ouais, on apprend beaucoup. Elle en fait un super beau récit. Euh,
Donc, c'est comme une double lecture, si on veut, une lecture où on peut apprendre, puis une lecture où on peut se retrouver et avoir du plaisir. Puis voilà, mais évidemment, c'est un sort tragique là, qui attendait cette femme-là. Il ne faut pas s'attendre particulièrement à une lecture qui est particulièrement joyeuse. Mais on mais apprécie mieux la beauté après. voilà. Et même si son sort est très triste, il y a beaucoup de beauté quand même dans ce livre-là. Des très belles phrases, très poétiques, lyriques. Donc voilà, je voulais te le proposer. Et en plus, un petit clin d'œil, c'est ça, au prix alternatif. Ben, c'est une personne très importante. Elle est très engagée. C'est une activiste, en fait, dans la vraie vie. Mhm. Donc, tout à fait. Ouais, et c'est un très beau. Puis elle en a écrit beaucoup. Là, elle a une œuvre qui couvre des décennies. Elle a écrit beaucoup, beaucoup de romans. Puis je pense que c'est ça, comme tu dis, c'est une autrice importante. Donc Oui, elle a 80, plus que 80 maintenant. ouais, ça fait longtemps que. Beaucoup, ouais. Ouais, donc très beau texte, moi, Tituba sorcière, puis disponible encore une fois en librairie. Un dernier peut-être? Oui. Un essai, est-ce que c'est correct? Oui. Comme Ouais. je te dis, moi, j'adore les essais. Un deuxième, donc, parmi la sélection. James Baldwin, Meurtre à Atlanta. On voit, ouais, on voit. Je ne connais pas du tout, ça ne me dit rien. C'est un Américain qui est connu essentiellement pour ses essais sur la condition des Noirs aux États-Unis. Il a écrit aussi des romans, mais on le connaît comme une figure importante du mouvement, thème qu'il n'aimait pas, là, mais du mouvement pour les droits civiques. Puis qui a participé donc à à tout ce mouvement intellectuel qui critiquait le système en place, le système qui était le système blanc, en fait, là, qui était fait pour favoriser les Blancs et qui selon lui, n'a jamais vraiment quitté les États-Unis. Donc, dans Meurtre à Atlanta, c'est un travail journalistique, en fait. Il est envoyé à Atlanta pour couvrir une série de 28 meurtres et le procès. Une série de meurtres qui s'est faite sur 2 ans. Et donc, de couvrir le procès de l'accusé, qui était un jeune homme, Wayne Williams. Et puis, ce qu'il découvre, en fait, c'est que le procès est contraire à plein de fondements du droit. Là. La preuve était peu fiable, peu de témoins, les avocats qui défendaient l'accusé étaient pas totalement investis de la cause. Donc, plein de zones d'ombre, plein d'incertitudes. Et malgré tout, on a accusé un homme de 28 meurtres, malgré des preuves très, très faibles. Donc, ce que Baldwin fait dans cet essai-là, qui est très intéressant, c'est qu'il trace des liens, il tisse des liens entre la condition des Noirs aux États-Unis et le procès. Et comment l'une a mené à l'autre. Et donc, c'est très intéressant. Donc, tu as des passages journalistiques qui alternent des réflexions carrément sociologiques, si on veut. Et ça donne un essai qui est super intéressant, qui se lit super bien. C'est sorti, c'est une traduction anglaise, évidemment, parce que Baldwin est américain, mais c'est sorti en traduction cette année chez Stock. Donc, un très beau livre, à la fois enquête journalistique, si on veut, à la de sang-froid, et aussi critique, analyse sociologique sur les événements. De lire. C'est un très bon moment pour le lire. Ouais. Je pense que ceux qui sont familiers avec l'œuvre de Baldwin vont peut-être pas y découvrir des nouvelles choses par rapport à ses positions. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est une belle introduction. Puis comme il y a un aspect journalistique, ça allège un peu le texte. Tout l'aspect essayistique, parfois, peut être un peu lourd pour quelqu'un qui n'est pas habitué d'en lire. Mais voilà, la dimension journalistique par rapport au procès, par rapport au meurtre, c'est fort intéressant aussi. Puis les liens qu'ils tracent, c'est très, très intelligent. Donc voilà, une autre suggestion. C'est le moment de le lire. C'est le moment d'essayer de connaître un peu plus sur l'histoire de Tout la à fait. communauté américaine. En tout cas, ce pan d'histoire qui a été tellement bafoué parce que c'était écrit
surtout par des Blancs plus que par la voix des personnes qui vivaient ce racisme-là ou sinon cette discrimination organisée. Carrément organisé. Oui. Et donc, il faut, voilà, maintenant qu'on sait que ça existe, on n'a pas le choix, il faut qu'on lise pour savoir. C'est ça, puis c'est important, comme on le côtoie au quotidien, puis on l'a vu aux États-Unis début de l'été, on l'a vu au Québec dans les dernières semaines. C'est important dans la démarche de lire, d'écouter des documentaires, de s'éduquer de différentes façons. Puis voilà, je pense que ce livre-là participe de ça. Parce qu'on sait, c'est parce qu'on voit aujourd'hui, on voit plus, je te dirais, grâce à la technologie et tout ça, on ne peut plus se fermer les yeux. On voit le résultat de cette discrimination-là entre nous, puis ça fait du bien à personne. Donc, il faut en tant que société, en même temps, c'est beau parce que ça prouve comment on a déjà progressé énormément. Donc, on est capable de continuer encore. Donc, les changements sont possibles. Et nécessaire. C'est ça. On est... notre rencontre est organisée par... grâce à l'Association des libraires du Québec. Oui, dans le cadre d'une initiative qui s'appelle les libraires à domicile. Ben voilà! Donc, il y a des libraires qui viennent à la maison. Mais non, mais j'ai l'impression que c'est ça pareil. Oui, c'est un peu ça. Si je viens de les porter en plus, là, ça va être... C'est vraiment à domicile. Alors, on peut tous prétendre on a besoin d'un libraire, puis qu'ils viennent des livres. Non, mais je suis sûre que ça vous fait plaisir quand les lecteurs vous posent des questions vous demandent des suggestions. C'est la meilleure partie de l'emploi, c'est de pouvoir faire des suggestions, de pouvoir parler de littérature avec les gens qui souvent sont très intéressés, puis de pouvoir échanger. Même parfois, les clients font des suggestions. Donc c'est des échanges qui sont toujours super, à la fois, comment dire, enrichissant, mais aussi valorisant. Donc, ouais, c'est le fun. Ça donne un sens au travail que tu fais, tu sais, c'est pas... Oui, exactement. Oui, parce que ça reste que c'est humain à humain, puis ça va toujours plus loin. C'est jamais juste le livre. Quand on parle avec un libraire, soudainement, c'est comme un psy, je trouve. Je ne sais pas si j'ai ce rôle-là auprès des gens que je conseille, mais... Oui, parce que très souvent, on en ressort ravi, ou touché, ou ému, ou bousculé, tu vois, une émotion quelconque. Donc, moi, je considère que c'est comme un psy. C'est bon à savoir. Alors, Philippe, merci beaucoup. Merci. Puis, j'attends les livres, puis vraiment, merci beaucoup. Ce sont de très, très belles suggestions que j'aurais pas, en fait, que je connaissais pas du tout. Tant mieux, je suis heureux de l'entendre. Ouais, je sais même pas comment tu as fait pour mettre le doigt dessus. J'ai fait de mon mieux. Merci de l'opportunité aussi. C'est très gentil d'avoir pensé à moi. Voilà. Je me sens plutôt comme quelqu'un qui abuse. Pas du tout. N'importe quand. Alors, merci. Merci à toi, Kim.